Bonjour Marc-Claude et Nicolas. Merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes tous les deux enseignants, vous Marc-Claude au niveau du secondaire depuis plusieurs années et vous Nicolas au primaire. Donc, avant de vous inviter à vous introduire, je veux juste mettre les gens en contexte. Le système d'éducation est mal en point depuis très longtemps. Ce n'est pas les ouvrages qui manquent, les réformes, les débats, les documentaires, juste au niveau des médias traditionnels et des médias sociaux. On dirait qu'il y a un article sur une base quotidienne qui adresse un enjeu dans le système d'éducation. Fait qu'il faut reconnaître d'abord que c'est pas la faute à un parti, un individu, c'est complexe. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'on dirait qu'il y a un manque de vision, qu'il y a un manque de constance et beaucoup d'improvisation. Et là, ce qui rajoute de l'huile sur le feu, c'est les décisions du gouvernement de la CAQ récemment de faire des coupures qui sont à toute fin pratique inacceptables, car elles vont à 180 degrés de ce qui est pourtant recommandé depuis des années. Vous, Marc-Claude, j'ai deux questions pour vous. Commencer. La première, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir aller en enseignement? Puis aussi, c'est quoi un peu votre parcours, là? Pour moi, l'enseignement, ça a toujours été présent dans ma vie là, depuis que je suis jeune. J'ai toujours voulu enseigner. J'avais été un peu en communication, puis finalement, j'ai fait des études littéraires. Puis après, je me dirigeais vers un enseignement au cégep, mais finalement, j'ai fait de la suppléance, puis j'ai adoré le milieu du secondaire. Donc, à la suite de ça, j'ai fait une maîtrise qualifiante. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une opportunité de pouvoir m'exprimer sur le sujet parce que j'ai été non légalement qualifiée pendant plusieurs années. Donc, la première question, c'était mon intérêt pour l'enseignement. Oui. Puis ensuite, je m'excuse, la deuxième question, juste mon parcours. Oui, tout à fait. Donc, ça fait 15 ans que j'enseigne dans le réseau public à Montréal, dans l'Est. Donc, j'ai fait 2 établissements. En ce moment, je suis à Montréal-Nord. Puis, j'ai enseigné de la première à la 5e secondaire. Là, j'ai une stabilité depuis 5 ans au 2e cycle. J'ai aussi fait de l'enseignement en soutien pédagogique spécialisé pour aider les élèves qu'on appelle le HDA, qui ont des difficultés ou des handicaps, difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Donc, voilà. OK, merci Marc-Claude. Puis vous, Nicolas? Même question. Oui, c'est bon. En fait, moi, c'est un peu un concours de circonstances. Là. C'est pas, je rêvais pas d'être prof quand j'étais plus jeune. Ça a pris un certain temps. Puis, fin du secondaire, cégep, j'ai eu des opportunités pour être coach au basket notamment. Ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin là-dedans. Puis au cégep, j'ai hésité entre le parcours en éducation physique puis le parcours au primaire. Puis à cette époque-là, il y avait plus d'opportunités de carrière au primaire qu'en éducation physique. Donc, tout simplement, j'ai été admis. Là. Puis je fais partie des rares gars qui ont fait ce choix-là. D'ailleurs, préscolaire primaire, là, je pense qu'on est à peu près 5% des étudiants à l'époque. J'ai obtenu mon diplôme en 2006 à l'Université de Sherbrooke. Ensuite, j'ai enseigné 3 ans à la baie James, à HSB, dans une communauté CRI. Par la suite, j'ai été 3 ans sur la Côte-Nord. J'étais basé à Sept-Îles. Je travaillais pour les différentes directions régionales du ministère de l'Éducation. Je couvrais toute la Côte-Nord, dossier violence et intimidation. Donc, c'était super intéressant. Là. Super belle expérience de Tadoussac à Blanc-Sablon à Fermont. Puis par la suite, je me suis retrouvé à Montréal. J'ai fait différents niveaux, un peu de suppléance, des contrôles préscolaires notamment. Là. Puis depuis 2017, après ça, j'ai une stabilité premier cycle. Puis, je suis retourné aussi à Montréal pendant quelques années au ministère là, pour dossier violence, intimidation, climat scolaire. Donc, soutenir les commissions scolaires de l'île dans ce dossier-là. Donc, les plans de lutte, les codes de vie, etc. Puis, je suis de retour en classe à temps plein depuis 2021 en première année à Parc Extension. Okay. Donc, assez varié. Je me suis promené. Et c'est pour ça que je voulais qu'on puisse discuter. Là, tous les deux, vous êtes complémentaires. L'un, c'est sur primaire, l'autre niveau du secondaire, dans des environnements qui sont pas si simples que ça, là, dans le système d'éducation. Là. Puis avant de parler de certains points, je suis même curieux de savoir, avez-vous déjà considéré vous-même de quitter l'enseignement? Bien, pour ma part, moi, oui. Oui. Ça m'est arrivé quelques fois, puis je tiens à préciser que je ne voulais pas m'en aller parce que je n'étais pas heureuse en classe avec mes élèves. C'est jamais ça le problème. C'est vraiment la lourdeur parfois du
système, le fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas changer les choses, le fait qu'on n'a pas assez de temps ou qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on a l'impression que la structure est tellement grosse que ça finit par nous écraser un petit peu. Donc, je tiens vraiment, en tout cas pour ma part, puis ce que j'entends beaucoup chez les enseignants qui ont certaines difficultés ou des enseignants comme moi d'expérience qui se posent des questions, c'est vraiment pas les enfants. Parce que souvent, les gens qui n'enseignent pas vont dire « Oh, wow, t'enseignes, mon Dieu, ça doit être difficile, les enfants doivent être difficiles. » C'est pas tant les enfants qui vont l'être, c'est plutôt, par exemple, la constitution de la classe, le fait qu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté, mais les élèves en tant que tels, ce ne sont pas eux qui vont remettre en question mon choix de carrière. OK. Merci. Nicolas, est-ce que quelque chose de mentionné? Ben moi, en fait, j'ai pas considéré quitter à aucun moment. Par contre, tu sais, je le présentais dans ma bio. Au début de ma carrière, pour moi, c'était inconcevable que je travaille à temps partiel. J'ai pas fait un bac de 4 ans pour être payé aussi peu, puis me promener, puis pas savoir, pas avoir rien. Donc, je comprends qu'à certains égards, ça a un gros impact. Et c'est sûr que le contexte est différent aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler, c'est sûr qu'il va être à temps plein, mais en même temps, il y a beaucoup d'instabilité en début de carrière. Fait que là-dessus, je vais abonder dans le même sens que Marc-Claude. C'est rarement la présence élève qui est le problème. Si on a un soutien, tout ça, on finit par trouver des solutions. C'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Cependant, c'est sûr que la machine puis les absurdités auxquelles on est exposé, ça peut devenir usant. Puis, si on a peu d'expérience, ben, on peut se retrouver dans un contexte particulier, dans une école où ça roule d'une drôle de façon pour plein de différentes raisons, une nouvelle direction, un nouveau professionnel ou pas de professionnel, pas de direction. Ce qui fait en sorte que si on est challengé par un élève parce qu'on a moins d'expérience, ben on a peut-être moins d'outils. Fait que je comprends comment on fasse, ben, est-ce que je vais vraiment, pour le salaire qu'on m'offre ici présentement, faire ce travail-là ou je vais aller prendre ça un peu plus relax ailleurs parce que c'est complexe. Puis je suis toujours en train de changer de milieu à tous les 6 mois ou à toutes les années. J'ai une collègue cette année, puis même là, bon, elle peut rester au même cycle, mais c'est super bonne. Ça fait 2-3 ans qu'elle enseigne, mais il faut quand même qu'elle change d'école, qu'elle change de milieu, qu'elle se réapproprie des nouvelles directives administratives. Parce que même dans le même centre de service, changer d'école, c'est quasiment changer d'emploi. Ou changer de niveau. Marc-Claude, vous l'évoquiez tantôt, c'est passer du 2e cycle au 1er cycle au secondaire, c'est pas la même job. Si moi, je décide que je m'en vais en 5e année l'année prochaine, ça va changer mon univers. Donc, bref, longue histoire courte, je comprends que c'est usant. Puis, les profs, bon, il y a quand même une amélioration qui s'est faite dans le mentorat, mais reste que c'est peut-être pas assez. Je comprends que les 5 premières années, les gens se posent des questions, puis je suis pas assez outillé, je suis pas assez épaulé, je vais aller faire d'autres choses ailleurs. Moi, j'aimerais ça, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais il y a quelque chose là, que tu as dit à la fin, tu sais, on n'est pas assez outillé. Des fois, moi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans parce que j'ai l'impression que le gouvernement va souvent dire, je dis le gouvernement, un politicien, là, pour nommer personne, là, pour être général, vont dire, ah, les enseignants ne sont pas assez outillés pour faire face à la classe. Mais à un moment donné, moi, j'ai l'impression aussi que si la classe n'arrête pas d'avoir des difficultés, ben, à un moment donné, peu importe la personne qu'on va mettre en avant, ben, la personne ne sera pas capable parce que le défi est colossal. Donc, moi, je me sens outillée. Pour vrai, là, je me sens vraiment outillée avec la formation que j'ai eue. C'est juste qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans une classe, on le sait, là, ça a été un enjeu majeur, la composition de la classe dans les dernières négociations, puis on n'a rien gagné. Bien, c'est vraiment rendu là. Je pense que peu importe qui on va mettre, ben, on ne peut pas aider chaque élève quand on a 15-20 plans d'intervention. Puis ça, je pense qu'en début de carrière, c'est extrêmement dur de se détacher un peu de ça. Je pense que c'est pas montré à l'école, puis ça peut être tellement lourd pour un nouvel enseignant qui arrive, surtout avec, comme vous le mentionnez, avec différentes planifications, plusieurs locaux. Ben là, d'avoir plein de plans d'intervention, parce qu'au secondaire, on a plusieurs groupes. Là. Un enseignant peut avoir plus de 200 élèves. Là, s'il enseigne, par exemple, CCQ, l'histoire, je pense, c'est au-dessus de 140. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais ça fait beaucoup de charges. Puis, c'est ça, ça ne l'est pas montré, donc à se détacher un peu là, de ça. Quand je dis se détacher, c'est juste d'être conscient que on a un certain pouvoir, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas aider chaque humain comme il devrait être aidé. Hein. Ça ne repose pas juste sur nous. Non, je trouve ça intéressant de vous nuancier parce que c'est le point là, c'est pas tant par rapport à l'intervention souvent auprès des élèves où là, on peut s'améliorer, on peut compter sur nos collègues, mais c'est vraiment la machine, se l'approprier. Encore là, je passe d'un centre de service à l'autre, ben, juste la mécanique des plans d'intervention, pour reprendre cet exemple-là, va être différente. Fait que c'est sûr que ça, pour quelqu'un qui commence, c'est un gros challenge. Là. Exact. Puis, donc, pour faire du pouce un peu sur
ce que vous avez mentionné, là, peut-être les points névralgiques là, pour les gens qui sont en début de parcours, c'est un peu l'instabilité, fait que c'est les changements d'un secteur à l'autre, d'une école à l'autre, et ainsi de suite. Puis l'autre, ben, c'est pas tant les outils, mais plus là, la réalité, là, la composition des classes. Là. Oui, il y a ça. Puis, je lance une idée comme ça. J'en discutais avec des amis, collègues enseignants. Ce qu'on se disait, c'est que en début de carrière, ça serait intéressant qu'un enseignant n'ait pas ce qu'on appelle un BCD. Là, ça, c'est vraiment les tâches où on va être sur des comités qui sont en présence ou pas en présence d'élèves. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant que tout ce volet-là, là, les surveillances, disons la première année ou la deuxième année, bien, l'enseignant n'a pas ça dans sa tâche. Donc, ça permet un petit peu d'alléger et l'enseignant pourrait se concentrer davantage sur justement là, la mise en place, là, l'exploitation des plans d'intervention, connaître ses élèves, parce que c'est une tâche qui est extrêmement complexe, puis je pense qu'au primaire aussi, mais au secondaire, comme je disais, on a plus d'élèves. Donc, ça, je pense qu'il y a une charge émotive qui vient avec ça, qui est très sous-estimée, qui n'est pas enseignée. Donc, quand on arrive en tant que nouvel enseignant, ben, on reçoit ça, puis on a l'impression on est vraiment dépassé. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis, je dis la première, deuxième année, ça pourrait autant être la quatrième année du bac. Là. Revoir comment les stages sont faits. Disons, la quatrième année, ben, c'est une année d'enseignement, mais allégée. Rémunéré, je ne sais pas comment ça pourrait se produire, mais une façon là, d'apprendre son métier parce que les compétences professionnelles là, d'un enseignant, il y en a plusieurs. Je veux dire, créer des situations d'apprentissage, on ne fait pas ça en début de carrière, mais on est supposé le faire. Piloter, animer, aider les élèves en difficulté, ça, ce sont toutes des compétences, mais on ne peut pas avoir ça tout en même temps dès le départ. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'acquiert au fil du temps, puis ça serait intéressant de réfléchir à, oui, il y a du mentorat, comme vous le disiez, Nicolas, ça s'est amélioré. Moi, je le vois, il n'y avait pas ça quand moi j'ai commencé, c'est super, mais il reste qu'un allègement pourrait être intéressant. Ben, la mécanique des tâches, c'est un ridicule pour moi là-dessus. Je comprends toujours pas. Là, ils font des tableaux Excel à chaque année, ils ont fragmenté 100 minutes, c'est annualisé, c'est plus annualisé. Je pense que quand on est tombé dans cette logique-là, effectivement, même pour les enseignants d'expérience, ça finit par avoir des répercussions. Faut que je fasse quand même attention à ce que je vais dire, mais je pense que du côté autant syndical que ressources humaines, il y aurait des discussions intéressantes à avoir parce que moi, dans ma tête, je suis un professionnel, j'ai un salaire annuel, mais là, on essaie de rentrer ma tâche dans un nombre d'heures dans une semaine, puis on remet ça en nombre de minutes. Il y a quelque chose qui a un non-sens total. Donc, c'est sûr que quand on est en début de carrière, puis il y a des écoles aussi où c'est appliqué un peu plus à la lettre que d'autres. Là. Donc, c'est sûr que quand on en a déjà plein nos bottines avec planifier, enseigner, adapter notre enseignement, puis évaluer, puis voir les collègues, faire les suivis avec les parents, c'est sûr qu'on garde pas la tête hors de l'eau. Là. C'est un gros défi. Donc, c'est sûr que toute la mécanique de la tâche, parce qu'on a parlé beaucoup de choses dans les dernières années. Au primaire, on a enlevé beaucoup d'heures de surveillance, mais ça amène d'autres problèmes parce qu'en étant moins en surveillance, sur récréation, mais pour nous, il faut gérer des choses quand on vient. Ils ont amené des aides à la classe. C'est intéressant en même temps. C'est quoi la mécanique pour ces gens-là parce que ça fait réellement des postes plus intéressants. Il y a des choses certainement sur lesquelles il faudrait que autant la partie patronale que syndicale se penche pour juste pas rajouter une structure dans une structure. Là. Parce que justement, quand on arrive, même quand ça fait plusieurs années, on fait une nouvelle couche. Là. Puis je pense aux directions, nouvelles directions aussi. Il y en a beaucoup qui quittent, qui partent à la retraite, qui arrivent. L'ampleur de la tâche auquel ils sont confrontés, c'est spectaculaire. Là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le fait de nous donner un peu plus d'autonomie professionnelle, là, ça serait important parce que comme vous disiez, Nicolas, là, le fait là, de tout mettre dans une tâche Excel, ça peut être étouffant pour un nouvel enseignant, puis pour des gens comme nous qui avons de l'expérience. Moi, des fois, ce que ça fait, c'est même que c'est contre-productif parce que là, je le sais que j'ai 8 heures à accorder, disons, pour le bal de finissant, là, je donne cet exemple-là, ben, quand j'ai fait mon 8 heures, je ne veux pas en faire plus. Alors que si j'avais juste ce projet-là qui m'est attitré, ben, je pourrais en donner plus naturellement parce que je suis une professionnelle. Mais le fait de me restreindre à un chiffre, ça me donne l'impression que si j'en fais plus, je le fais gratuitement. Donc, il y a toute cette idée-là aussi de ne pas nous contraindre, je pense. Je suis d'accord, c'est démobilisant. Il y a quelque part...
Je pense que les enseignants ont aussi une part de responsabilité là-dessus. Là. On veut être traitant professionnel, ben agissons en professionnel. Quand on regarde, on parle toujours du privé ou peu importe là, les autres professionnels dans des ordres ou pas d'ordre. Ben, il y a des semaines qui ont des petits crunchs, là, puis des fois, ils peuvent accumuler du temps, des fois non, mais c'est une tâche qui sur une année, puis sont payés à l'année. Puis on s'entend que nous, on sait, on a des périodes plus de correction de bulletins, de rencontre de parents, on fera plus d'heures, puis une autre semaine, ça sera moins, puis c'est tout. Tandis que là, présentement, la logique, ben là, c'est si on dépasse, ben, il faut remplir un formulaire, puis c'est reconnu. Il faut demander la permission à l'avance. Puis s'il y a du budget ou pas, ben, on peut être compensé. Fait que tout ça devient excessivement complexe. Puis comme vous dit Marc-Claude, ben, à la fin, on va juste faire, ben, je vais faire les heures, puis ça va être tout, là. Ça va être pas mal. J'allais dire, c'est reconnu chez vous quand on fait plus d'heures? Si on le demande, je sais là, qu'il y a une clause, là, je me souviens plus, mais à un moment donné, elle était là, elle était plus là. Mais c'est ça, c'est une grosse mécanique complexe, là. Oui. Mais ça se peut. On l'entend régulièrement, cet enjeu-là, au niveau là, des fameuses grilles Excel là, à devoir remplir. Puis déjà là, c'est un casse-tête qui est assez décourageant pour la plupart, mais la question là-dessus, c'est, vous avez déjà mentionné, là, ça prend des initiatives là, pour revoir ça, mais essentiellement, là, c'est quoi que vous voyez, là, vous le vivez depuis des années, c'est quoi que vous souhaitez de la part du leadership là, pour des différentes parties prenantes pour au moins pas régler 100% le problème, mais au moins là, pouvoir aller à l'essentiel. Là. Des assouplissements. Exemple, là, j'ai beaucoup de collègues qui souhaiteraient être à 4 jours semaine pour plein de raisons. Il y en a qui ont des jeunes enfants, il y en a qui sont en pré-retraite, c'est complexe. Mais en même temps, tout ce monde-là dit, ben moi, je vais être à 4 jours puis je vais avoir le vendredi de congé. Il y aurait peut-être façon de dire, ben écoutez, là, vous allez être 5 enseignants, vous allez faire 4 jours chaque, ça fait 20 jours, ça représente 4 groupes, ben organisez-vous à 5 profs, on va vous mettre dans la même école, puis séparez-vous les journées. Fait que je pense qu'il faudrait être capable d'aller un peu plus loin. Ça serait un exemple très concret de on peut-tu penser autrement et dire on veut vous donner la chance d'être à 4 jours, mais de l'autre côté, vous comprenez qu'avoir une jeune prof qui fait 5 fois une journée dans 5 groupes différents, dans 5 niveaux, c'est comme pas réaliste. Donc, un peu des assouplissements où on va voir un peu les choses autrement. Parce que c'est sûr que nous, on peut pas dire on va faire juste 4 jours avec nos élèves puis on va s'en aller à la maison. C'est pas réaliste. La réduction de tâches, elle fonctionne différemment au secondaire. Nous, c'est pas possible parce qu'on est souvent sur des cycles de 10 jours, 9 jours. Là, c'est-à-dire que le vendredi, c'est pas nécessairement vendredi, c'est jour 3, puis ça change tout le temps. Donc, on peut pas, nous, avoir une journée en moins, mais je comprends ce que vous mentionnez. Moi, ce que je vois dans l'assouplissement de la tâche, c'est plutôt quand un enseignant arrive avec un projet d'être ouvert. Par exemple, dans une équipe matière, je dis histoire, français, sciences, il peut y avoir un enseignant qui, lui, aime créer du matériel, alors que ce n'est pas la tasse de thé d'un autre collègue. Mais pourquoi, lui, on ne peut pas lui donner plus de temps? Je le sais que ça se fait. Ça se fait dans le milieu dans lequel je suis, mais ça peut varier d'une direction à l'autre, d'une école à l'autre. Puis ça, je trouve ça un petit peu aberrant. Des fois, on va dire, moi, j'aimerais partir un projet. Ouais, non, c'est pas possible. Voici les projets qui sont là, puis tu dois entrer dans ces cases-là. Oui, mais moi, ça m'intéresse pas. Est-ce que je peux partir tel projet? Bien, des fois, on va nous dire non. On va même parfois nous donner une liste de comités, puis on doit absolument être dans ces comités-là. Puis c'est pas nécessairement des choses qui nous interpellent au niveau par rapport à notre démarche professionnelle. Donc, peut-être nous écouter plus, nous laisser créer, puis demander certaines choses, puis nous accorder du temps. Par exemple, la gestion des technologies. Moi, dans mon école, c'est vraiment un enjeu quand même. Là. Puis, je suis enseignante de français, donc je peux avoir 10, 15 élèves qui ont des portables dans une classe. Donc, j'ai besoin de temps pour gérer ça. Mais il faut me donner du temps aussi. Donc, si la tâche, cette case-là n'existe pas, ben c'est comme si ce travail-là ne se fait pas alors que c'est pas vrai. Donc, une flexibilité par rapport à la réalité de chaque matière, ça serait intéressant aussi. Oui, puis être conscient qu'il y a beaucoup de variations locales. Tu sais, là, je nommais l'horaire du lundi au vendredi, mais je sais qu'il y a d'autres centres de services, même au primaire, c'est des cycles. Puis on peut demander que c'est le jour 6 ou le jour 9 qui revient, en tout cas, peu importe. C'est des détails, mais oui, d'avoir plus de souplesse, puis ce que vous nommiez là, c'est intéressant de dire, moi, je suis fort dans tel truc, est-ce que je peux en faire plus? Puis je pense qu'en contrepartie, il faudrait que les enseignants soient aussi prêts à dire, ben oui, on va être prêts à évaluer notre performance. Là, ça aussi, ça va être quelque chose qui va être une espèce de mythe. C'est pas vrai que tous les enseignants, on est égaux puis qu'on est aussi fort dans tout. Fait qu'est-ce qu'on peut reconnaître la force de quelqu'un dans un truc, puis justement le faire briller de ce côté-là, puis qui nous aide, puis quitte à ce qu'il y ait un peu plus de temps, limite en présence élève, parce que l'autre est vraiment très fort pour préparer le matériel.
Mais ça, c'est sûr que ça va prendre de l'ouverture d'esprit. C'est très intéressant. On a des cases présents, en tout cas au secondaire, présence élèves, puis notre implication dans des comités, disons, sans la présence des élèves. Mais c'est vrai, on a des collègues qui sont très forts, disons, dans le parascolaire. Eux, ils vont porter des projets, ils vont rester après l'école, alors qu'il y en a d'autres qui vont être plus dans l'organisation. Donc, est-ce qu'on peut reconnaître justement les forces de chacun puis pas nous mettre tous dans la même boîte, là? Bien ça, je vais faire du pouce sur ce que vous venez de mentionner parce qu'on entend beaucoup de la part d'enseignants, soit des gens qui sont enseignants depuis quelques mois, quelques années, ou du moins sont établis, comme quoi qu'il pourrait y avoir un peu plus une culture de collaboration, de synergie, puis de partage de compétences en fonction non seulement des passions, mais des forces. Puis dans un contexte d'accompagnement aussi, puis de mentorat pour pouvoir aider, que ce soit pour tel enjeu dans la gestion de la classe ou que ce soit tel enjeu au niveau là, de organisation d'activités parascolaires. Fait que moi, je voulais vous entendre là-dessus parce que, encore pour revenir à la rétention, là, surtout pour les jeunes enseignants qui ont peut-être besoin d'aide et ainsi de suite, là, puis de garder leur feu intérieur, là, vous avez-vous déjà vu des bonnes pratiques ou y a-t-il des... vous entendre là-dessus, soit des bonnes pratiques ou des lacunes. Là, je ne veux pas vous limiter là, dans vos interventions. Je peux commencer. Moi, je tiens à dire là, qu'il y a quand même des bonnes choses qui se font, là. Nous, dans le milieu dans lequel je suis, il y a vraiment un beau programme de mentorat. Donc, les 5 premières années, les enseignants sont jumelés avec un enseignant d'expérience. Ils peuvent se référer à lui, par exemple, pour la gestion de classe. Viens m'observer dans ma classe. J'aimerais avoir tes commentaires, tes rétroactions. Qu'est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce que je fais de bien? Pardon, ça peut être autant dans le fait de faire les bulletins, des questions techniques. Donc, ils sont associés à une personne ressource, puis ils vont avoir aussi quelques formations. Je nommais la gestion de classe. Donc, ça, c'est vraiment important de le nommer. Il y a des choses qui se sont améliorées. Or, ce n'est pas parfait. Il y a de grands défis, mais moi, j'ai pas connu ça. Quand je suis arrivée, j'ai passé une entrevue, puis ils m'ont lancé là. Ils m'ont dit, tu as 3 groupes de secondaire 2, vas-y, ma belle, une petite tape dans le dos, puis ça s'est arrêté là. Donc, j'ai tout appris sur le tas, j'ai survécu. Puis, il faut arrêter aussi de se dire, moi, j'ai passé par là, pourquoi eux, ils ont besoin de ça? On entend souvent ce discours-là, puis même moi, des fois, je l'entends, puis je me dis, moi, ça a été dur au début. Non, il faut faire en sorte que les jeunes enseignants aient plus de support. Puis, je pense que ça, c'est bon, ce qui se fait. Je ne sais pas au primaire, Nicolas, toi, c'est vous, ce que vous observez. C'est sûr que le mentorat, quand il était mis en place, c'était intéressant. Ceci dit, il y avait des gens qui avaient du temps vraiment de dégager 100 élèves pour être les mentors au début, ce qui a été enlevé par la suite. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a été un peu moins efficace. Wow. Ils ont changé la formule. Mais là aussi, je sais qu'il y avait une espèce d'incompréhension, j'essaie de voir, je pèse mes mots, interprétation, je vais dire, entre le syndicat puis la partie patronale, à savoir qui pouvait être mentor, parce que ça fait en sorte qu'on a un enseignant donc qui a un autre statut ou qui est considéré meilleur qu'un autre. Pourquoi lui est mentor et pas un autre? Parce qu'il venait donc une journée ou 2 de libération, puis il y avait quand même une prime salariale annuelle qui venait avec ça. Ça n'a pas duré longtemps. OK. Donc, c'était pas sur une base, c'était pas sur une base volontaire. C'est redevenu sur une base volontaire, puis il y a des libérations comme ça se faisait auparavant. Mais là, je ne sais plus si ça dure 1 an ou 2, là, je ne me rappelle pas, mais c'est l'équivalent à peu près de la prime là, pour l'équivalent de quand on remplace une direction, là, le terme technique m'échappe, là, responsable d'établissement. C'est pas grand-chose, là, c'est un peu symbolique, mais quand même, il y avait ça. Donc, c'est sûr que oui, il y a des choses intéressantes qui se font, mais ce que vous mentionnez, Marc-André, c'est là où faut être capable d'aller au-delà des jumelages d'affinité. Parce que souvent, ce qu'on observe malheureusement dans les milieux, c'est si je m'entends bien avec quelqu'un, je vais faire des projets avec, je vais développer du matériel, on va se partager nos choses. Puis si je m'entends pas avec, c'est tout, c'est réglé. Puis comme vous dit Marc-Claude, vas-y, t'es capable, puis arrange-toi. Puis l'année d'après, ce sera quelqu'un d'autre de toute façon. Donc, je pense qu'il y a un petit peu plus de... Je ne vais pas dire d'obligation, mais c'est un peu ça. De dire, si vous êtes 4 classes du même niveau, 4 enseignants à faire la même chose ou à peu près, à un moment donné... parlez-vous, organisez-vous, développez des choses ensemble, puis vous aurez des comptes à rendre d'une certaine façon. Puis là, évidemment, il faut faire attention parce qu'on peut se faire évaluer n'importe comment. Là. Mais je pense qu'il va falloir que des deux côtés, on en donne. Parce que si je peux juste aller dans ma classe, fermer ma porte, faire ce que je veux, je pense que c'est pas souhaitable à long terme. Mais si on m'oblige à travailler n'importe comment avec n'importe qui, ça m'avancera pas plus. Donc, c'est sûr que par rapport à le partage de pratiques, évaluation des pratiques,
il va y avoir des choses à changer à court terme. Puis je veux vous entendre sur le fait que les enseignants non légalement qualifiés là, augmentent. Là, je pense que c'est environ 35% de tous les enseignants. Sur 125 000 enseignants, grosso modo, là, il y en a, je pense que c'est 35 ou 38 000. Là. Et ça, c'est une tendance, c'est en croissance. Là. Donc, là, on se retrouve avec une dissonance là, avec ceux qui sont en formation académique, et ainsi de suite. Fait que là, au niveau de... Vous le vivez, là. Vous en avez dans vos écoles depuis des années. Marc-Claude, vous l'avez mentionné, vous étiez enseignant non légalement qualifié. Fait que, encore une fois, comment vous pourriez... sur quoi qu'on devrait peut-être se concentrer, là, ou qui seraient les nœuds, là, les enjeux cruciaux là, pour s'assurer qu'il y a une bonne synergie et une bonne rétention pour que ça puisse avancer là, dans une école. Là. Je ne sais pas s'il y en a. C'est une grosse question. Je sais que c'est une grosse question, mais... Il y a beaucoup de profils, en fait. Peut-être qu'il y aurait quelque chose là à réfléchir parce que, tu sais, si j'ai l'exemple d'une collègue qui est formée à l'étranger en enseignement du français langue seconde, puis même d'une autre langue en termes de langue seconde, qui arrive en classe d'accueil, elle a enseigné pendant plusieurs années, puis elle est formée là-dedans. C'est sûr que oui, elle n'a pas le diplôme du Québec, mais c'est pas la même chose qu'un autre collègue qui est ingénieur mécanique, puis qui arrive à travailler avec des tout-petits en classe d'accueil, puis qui fait, bon, il a été chargé de cours à l'université, mais OK, je fais quoi avec des enfants de 6 ans qui parlent pas français? Donc, je pense que les profils sont tellement variés. Marc-Claude, vous aviez un diplôme, vous travaillez, on est plus proche de la réalité qu'il y a quelqu'un qui arrive complètement du champ gauche, là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, moi, j'avais un bac en études littéraires, donc je me destinais déjà là, à l'enseignement. Puis, c'est ça, le problème, c'est qu'on a des profils tellement diversifiés. On a des gens qui enseignaient, par exemple, dans d'autres pays, donc qui ont une expérience, mais on a des gens qui n'ont jamais enseigné. On ne reconnaît pas leur formation dans leur champ de compétences, donc ils vont devenir enseignants. Moi, je trouve ça particulier. Dans quelle profession on accepterait ça? Et aussi, je pense à une collègue qui, elle, je pense qu'elle avait comme 45 crédits du bac en enseignement de fait il y a 10 ans, mais on ne lui reconnaît rien parce que ça fait 10 ans. Pourtant, elle a quand même 45 crédits d'effectuer et c'est une excellente enseignante, mais elle se retrouve en précarité, en situation de précarité à cause de ça. Donc, je pense qu'il y a du cas par cas à faire. Je sais que c'est une tâche colossale, mais il reste qu'il faudrait que ce soit fait parce que les non légalement qualifiés n'ont pas tous le même statut. Donc, il y en a qui ont une formation incomplète, presque complète. Il y en a d'autres qui ne viennent pas du tout de l'enseignement. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, et puis, là, ça, c'est plus une opinion personnelle, là, mais ce qui me fatigue, c'est de voir que là, les enseignants non légalement qualifiés ont été assez galvaudés là, dans les derniers mois, dernières années. Là. Fait qu'ils ont été. Il y a comme un stigmatisme là, très négatif. Puis pourtant, il y en a qu'on sait très bien qui, à cause de leur parcours puis de leur caractère, ils sont meilleurs enseignants que d'autres qui ont été par le programme traditionnel. Oui, absolument. Puis c'est difficile d'avoir le chiffre exact. Là. Vous mentionnez quelque chose tantôt, mais ils ont changé la façon de les calculer aussi. Puis après un certain nombre d'années, s'ils deviennent permanents, alors je ne sais pas quel mécanisme administratif, là, tout d'un coup, ils deviennent légalement qualifiés. Donc, c'est vraiment compliqué de se retrouver là-dedans. Je pense que considérant l'ampleur et la proportion, peut-être juste d'arriver avec de la formation continue qui se tient puis de l'accompagnement structuré, qu'on soit légalement qualifié ou pas, à la fin, faut qu'on ait accès à ça. Il y a un problème actuellement, c'est qu'il y a tellement de travail qu'on peut juste s'inscrire à un baccalauréat et on donne notre papier une fois, puis après ça, c'est pas vérifié. Donc, les gens ne sont pas tenus d'être en formation continue. Ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Moi, je devais chaque année dire que j'étais inscrite à la maîtrise qualifiante. Donc, il faut faire attention aussi parce que il y a des gens qui vont s'inscrire ou ne s'inscriront même pas, puis ils vont avoir une tolérance d'engagement. Donc, ça vient créer des disparités. Moi, je vous dirais que personnellement, j'éprouve une certaine frustration parce que moi, j'ai fait une maîtrise à 60 crédits avec essai. Là. C'est comme un mémoire, puis ça a été très complexe pour moi de faire ça.
Puis je l'ai tiré parce que j'étais exténuée quand je finissais le travail et tout. Et là, je me retrouve avec des gens qui viennent enseigner parce qu'ils ont 15 crédits, je pense, de compléter. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais qu'en ce moment, ils ne continuent pas la formation, mais ils ont le même statut que moi. Donc, je trouve ça aussi choquant un peu. Au niveau de mon statut professionnel, je me dis, voyons, ça ne vient pas redorer la profession du tout, là, à mon avis. Nicolas, y a-t-il quelque chose à rajouter? Ou? En fait, j'allais rajouter qu'il faut penser, dans la difficulté à recruter du personnel présentement, c'est partout, c'est pas juste dans les écoles. Donc, c'est sûr que les centres de services, c'est des grosses machines, ont aussi des ressources humaines, des départements des ressources financières et autres qui ont besoin d'engager des gens compétents et qui restent. Donc, c'est sûr qu'à toutes les fois qu'on rajoute des couches d'administratifs, puis de choses à vérifier, puis de formulaires à envoyer par recevoir, on engorge aussi la machine, puis on les aide pas. Il y a ça aussi, je pense que dans simplifier les processus, ça va aider tout le monde parce que c'est sûr que les gens qui sont submergés de vérification, de formulaires, d'engagement, de papiers d'université, de je ne sais trop, ils sont pas en train d'aider l'autre qui est en train de formuler une demande. Donc, je pense qu'à toutes les étapes qu'on rajoute des couches, ça alourdit puis ça complexifie. Puis à la fin, ça se répercute aussi dans les écoles. On le voit, il n'y a pas de moins de formulaires qu'il y avait avant. Là. Si vous me permettez, je vais changer de vitesse un peu en partageant une liste d'épiceries, de mesures pour améliorer la rétention, la résilience, puis le feu sacré de la profession de l'enseignement au primaire et au secondaire. Puis je voulais juste en vous en donnant une série, là, c'est de voir sur lesquelles qui sont les plus pressantes, là, les plus urgentes que vous constatez en fonction de votre réalité, puis celles de vos collègues là, que vous côtoyez. Là. Fait que je vais vous en nommer quelques-unes, puis je vais juste savoir lesquelles là, vous estimez les plus importantes. Fait que c'est sûr, là, au niveau des conditions de travail, revoir la composition des classes, hein, et l'inclusion, ça revient souvent. Ramener le respect et la discipline, assurer un environnement propice à l'enseignement de qualité, réduire la charge administrative. Fait qu'à date, vous avez pas mal tout touché ces points-là. Diminuer le temps de surveillance et de supervision. Offrir des opportunités d'autonomie et de collaboration. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Offrir des formations continues de qualité. Mettre en place des programmes d'intégration et d'encadrement des nouveaux enseignants. Favoriser la collaboration entre les enseignants. OK, ce que c'est répétitif, là, c'est un peu encourager la recherche et l'innovation pédagogique. Écoutez, il y en a d'autres, là, mais là, je comprends qu'ils sont relativement, sont toutes importantes. Là, ils font partie c'est toutes des pièces du puzzle. Mais à vous entendre, là, ça serait quoi là, qui vous vient vraiment en tête, là, puis dire, non, ça, là, c'est crucial. Ça. Moi, d'abord, et avant tout, c'est vraiment la composition de la classe, mais ça, c'est des revendications qui sont faites depuis des années. Pour moi, tout part de là. La fermeture des classes d'adaptation scolaire, là, pour moi, ça a été vraiment majeur. On se retrouve avec beaucoup trop d'élèves qui ont des difficultés. Et même si on ajoute des aides, je ne sais pas comment vous le vivez au primaire, là, ça serait peut-être intéressant, mais parce que moi, des fois, j'entends ça, on va ajouter des orthopédagogues. Moi, j'adore travailler avec les orthopédagogues, mais il faut savoir que c'est une charge de travail supplémentaire. Parce que si j'envoie 5 élèves travailler avec l'orthopédagogue, je dois prévoir cette période-là. Et après, elle doit me donner une rétroaction. Mais là, moi, j'ai pas juste un groupe, j'en ai 3. Puis les autres matières en ont plus de groupes. Donc, c'est pas juste magie. L'orthopédagogue vient dans la classe puis elle repart. Donc, il y a des limites au service qu'on peut ajouter. Alors, si on peut réduire du moins le nombre d'élèves par groupe, mais on s'entend que ça coûte de l'argent. Puis avec ce qui a été annoncé récemment, c'est un peu utopique, mais il faut continuer de le nommer parce que c'est vraiment ça, la composition de la classe qui est le problème. Juste continuer là-dessus, ensuite Nicolas pourrait embarquer. Mais ce que vous dites, là, je veux dire, le centre de services scolaires, la direction, les autres parties prenantes, les syndicats, c'est quoi? Ça rentre ici, puis ça sort, ils savent pas, on va y penser, ou ils font des efforts, ça se peut qu'ils fassent vraiment des efforts, ou c'est quoi? Parce que je suis un peu tanné d'entendre les souhaits, là, mais l'autre
OK, c'est où que ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent. C'est l'argent, tout simplement. À mon avis, là, c'est l'argent parce que réduire le nombre d'élèves par classe, ça veut dire plus de classes, plus d'enseignants. On a une pénurie. On a parfois aussi les écoles sont surpeuplées. Donc, il y a quand même une question financière et logistique liée à tout ça, j'en suis consciente, mais il faut quand même continuer de le nommer. Fait que ce qui veut dire, c'est que les décideurs ou ceux qui ils y empathisent, ils sont d'accord, mais ils disent le budget. Moi, je veux le nommer aussi, là, mes directions. Ils font preuve d'une empathie, là, sont dans la même position que nous. Puis tantôt, vous le disiez, Nicolas, les directions aussi sont débordées. Là. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, là, mais eux aussi, là, ils en ont beaucoup sur les épaules. Donc, souvent, ils vont nous dire, je comprends ta réalité, mais on ne peut pas faire autrement. On va faire notre possible. Souvent, les postes sont ouverts, puis là, je vais rebondir là-dessus. Souvent, le poste est affiché pour une ressource professionnelle X, mais il n'y a personne qui vient prendre le poste. Donc, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on le donne à quelqu'un d'autre? Là, c'est de l'argent qu'on a pour une année dans l'école, mais par exemple, on a besoin d'une orthophoniste. C'est ce que les enseignants avaient décidé. On ne trouve pas d'orthophoniste. On fait quoi? On engage quelqu'un d'autre. Donc, bref, je vais revenir à ce que Marc-Claude vous dit. Moi, pour vrai, c'est la composition de la classe, mais pas dans l'optique d'ouvrir des classes spécialisées. Je pense que diminuer la taille des classes, c'est quelque chose d'intéressant là. Puis, Marc-André, vous mentionniez les ressources disponibles. Je pense que c'est vraiment aller en adéquation de maximiser les ressources puis comment les ressources sont utilisées. Parce que là, oui, c'est beau avoir du dénombrement flottant, mais il y a d'autres choses qui peuvent être probablement plus intéressantes puis plus efficaces, qui est moins contraignant puis qui demandent moins de temps de collaboration. On peut se questionner sur vraiment ce qui est le plus efficace en termes de comment on apporte un service professionnel. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui va être à améliorer et à bonifier parce que c'est sûr que si c'est super, OK, orthopédagogue vient, elle prend 3 élèves, après ça, j'ai l'autre personne qui en prend 2, ça m'aide pas, puis les élèves ne sont pas plus avec moi pendant ce temps-là. Donc, vraiment dans comment les services sont donnés, mais pas dans une optique, je pense, d'ouvrir des classes spécialisées parce que ça on est dans un cul-de-sac, ça aide pas les élèves à la fin. C'est vrai. Oui. Dans certains cas, ça peut être pertinent, là, je dis pas qu'ils n'ont pas leur place, mais faire attention parce que dans l'optique de certains enseignants, on aurait 20 robots en avant de nous qui apprennent parfaitement, puis on n'est pas là. Dans l'autre chose que je voulais ajouter aussi, là, je peux pas m'empêcher d'en parler là, dans la liste que vous nommiez, là, le respect, discipline, environnement. Là, c'est sûr que par les dossiers que j'ai menés dans le passé, c'est quand même quelque chose qui pour moi, ça peut devenir dangereux parce que on dirait qu'on est dans un discours Make Schools Great Again. Là. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut dire par là. À quel moment, à quelle époque on se réfère? En 95, c'était plus respectueux, la discipline était meilleure. En 2005, en 82, je sais pas. Je suis pas convaincu. Là. Je sais que souvent, il y a du clic qui se fait là-dessus, puis il y a des belles annonces qui sont faites. Mais je pense qu'on a quand même, en tout cas, tout le moins dans ce que j'ai vu comme mon expérience au primaire, si une équipe école se mobilise, met des choses en place, je pense qu'on a pas mal les outils pour arriver à quelque chose d'intéressant. Mais c'est sûr que ça part avec les adultes qui sont en place. Je ne vois pas quel changement de structure ou de norme ou de réglementation pourrait faire une énorme différence de ce côté-là. Il y a des enjeux plus grands que juste l'école localement, mais j'ai quand même la difficulté à penser que quelqu'un top-down va arriver et va me dire comment il faut que telle affaire soit dite et soit faite pour que ce soit plus respectueux et discipliné dans mon groupe. Oui. D'abord, sur le point du respect, vous, parce que là, Nicolas, je crois que vous avez 18 ans d'expérience, Marie-Claude, près de 15 ans. Est-ce que la perception, c'est que c'est vraiment en déclin rapide? Vous, c'est quoi vous? Moi, je pense qu'on est dans les biais de confirmation là-dedans. J'aurais besoin de chiffres un peu pour qu'est-ce qu'il y en est vraiment, qu'est-ce qu'on a comme étude. Non, c'est intéressant. Il y a des cohortes qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des milieux qui sont plus difficiles que d'autres. C'est sûr que si on est dans un milieu de travail où les relations entre les adultes sont malsaines, ça va être difficile d'arriver à gérer des relations saines avec des élèves. Donc, moi, je serais porté à nuancer. Dans mes observations, je suis vraiment pas prêt à dire que ça s'est dégradé de façon exponentielle en 20 ans. Là. J'ai pas été témoin de ça, mais oui, il y a des endroits où il peut y avoir des choses qui vont moins bien, mais en même temps, je pense qu'on est vraiment dans une vision tunnel parce que, si on prend la route aujourd'hui puis on est témoin de quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a pas d'allure, on va se rappeler pas mal plus de sa manœuvre à lui que les 3 autres avant qui ont fait une manœuvre courtoise. Donc, là, je ferais vraiment attention avant de dire que le climat de respect n'est plus là puis que ça n'a pas de sens puis qu'on se fait ramasser. Je pense qu'il faut nuancer. Là.
Je suis quand même d'accord avec vous aussi. Moi, au niveau de la discipline en classe, je n'ai pas vraiment de problème. Si on revient au vouvoiement, moi, ça fait des années que je le demande. Mes élèves respectent ça. Oui, je dois le répéter parce que ça n'a pas été appris par tout le monde. Donc, moi, dans mon espace classe, ça se passe très bien. Or, dans l'établissement, je peux pas dire que ça se passe nécessairement bien toujours en ce qui a trait au cellulaire, en ce qui a trait au port de l'uniforme. Le respect des règles, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de laxisme par rapport à ça. Puis encore là, il faudrait regarder chaque établissement, mais je pense que dans le discours des enseignants, on ressent qu'il y a un relâchement. Puis j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous revendiquent le retour à la discipline. Puis ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on est beaucoup dans l'accompagnement des jeunes, ce qui est très bien, dans la prévention, mais lorsque vient le temps de mettre des conséquences, parfois on se sent délaissé en tant qu'enseignant. On a l'impression que souvent, pas que les jeunes vont gagner, mais que le statut de l'enseignant au niveau de l'autorité ne sera pas respecté. Donc, souvent, on va discuter avec l'enfant, puis il n'y aura pas nécessairement une action réparatrice, là. Donc, ça, il faudrait que ce soit plus encadré. Mais le problème, comme le ministre le dit, je veux dire, moi, je suis pas contre la vertu là, qu'il y ait un retour à la discipline, mais encore une fois, on n'a pas de directive claire. Si on pense au cellulaire, c'est facile de dire le cellulaire n'entrera pas dans les écoles, mais maintenant, comment on gère ça? Moi, je dois vous dire, là, ce que j'entends dans les écoles, c'est que les milieux ne savent pas comment ils vont faire ça. Alors, ça a l'air bien beau quand on n'est pas en éducation. On se dit, hey, le ministre a dit qu'il n'y aura plus de cellulaire. Personne n'est contre la vertu. Mais comment on va faire ça? Est-ce que ça va être des casiers à l'entrée? Mais ça, des casiers cellulaires, ça coûte des milliers de dollars. Est-ce qu'il va y avoir un adulte qui va être payé pour gérer ça? Maintenant, est-ce que ça va être des petites boîtes dans les classes? Non, les enseignants ne veulent pas ça. Donc, on se fait dire, voici ce qui va devoir être fait, mais on ne se fait pas dire comment, puis les budgets ne suivent pas. Non, mais puis ça, c'est phénoménal. Sur notre affaire, si on le voit dans un paquet de sujets, là, autant santé, éducation et autres, là, que la proposition n'est pas suivie vers un plan d'implantation qui est clair, qui est suivi, puis qui, puis qui est c'est sûr que pour le cellulaire, là, c'est vraiment majeur. Puis, en primaire, c'est sûr que ça me touche moins. Là. Je suis dans un pavillon juste de premier cycle. Fait que pour nous, ça n'a aucune incidence. Là. Mais ceci dit, en même temps, les autres moments où l'appareil plus politique ou centre de service nous dit comment faire, on dit on se braque parce que nous, on sait localement comment le faire. Fait que, je pense qu'il faut ménager, il faut faire la part des choses. Puis si je reviens à respect de la discipline dans une école, dans le cadre réglementaire actuel, une école a tous les moyens pour se prendre en main, arriver avec un code de vie qui se tient, faire participer les gens, les mobiliser, puis améliorer les choses. Mais après, c'est sûr que ça va dépendre du contexte. Est-ce que le fruit est mûr? Est-ce que les gens ont d'autres priorités? Est-ce qu'il y a 35% de nouveaux membres du personnel? Est-ce qu'il y a beaucoup de non légalement qualifiés? Donc, c'est là, je pense, où ça ajoute des strates de complexité parce que c'est possible, je pense, je le répète, là, avec les règles qu'on a actuellement, de s'organiser localement pour le comment puis les moyens, puis trouver la façon qui va le plus cadrer avec notre milieu, notre réalité, le nombre d'élèves, défavorisés, pas défavorisés, régions éloignées, Montréal, etc. Mais c'est sûr que encore là, ça oblige les écoles sur un dissous à dernière minute de dire hey, on fait ça comment? Comment on opérationnalise ça demain matin? C'est en allant de la classe, c'est des casiers, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un, on a-tu de l'argent, on a-tu pas d'argent? Donc, c'est sûr que c'est un grand défi. Là, je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour rester de la discipline, là, mais vous comprendrez que ça me tenait à cœur. Oui, tout à fait. Par rapport à ce que je disais, est-ce que vous ressentez ça, que parfois les enseignants ne se sentent pas soutenus dans leurs interventions? Est-ce que, disons, là, je donne un exemple, là, il y a un élève qui a des problématiques de comportement, il y a eu plusieurs interventions qui ont été faites, mais ce jeune-là a toujours des problèmes de comportement où il va manquer de respect à l'enseignant. Est-ce que vous entendez parfois que la direction ne soutient pas ou n'a pas les moyens de soutenir? Il y a des enseignants qui suspendraient les élèves à tous les jours. Là. Oui, je suis d'accord. Il y en a qui ne se sentent pas soutenus. Je pense que ça dépend vraiment de la direction. Moi, j'ai été chanceux. J'ai généralement eu des directions là, qui m'épaulaient. C'est sûr que ce pas les mêmes problèmes de discipline à 6 ans et à 7 ans non plus. Sinon, on est plus capable de faire la part des choses. Ceci dit, il faut voir le profil de l'élève. C'est sûr que c'est un comportement qui est plus dérangeant. Fait que là-dessus, la meilleure pratique, c'est de s'assurer que
s'il y a quelque chose qui a été fait avec l'élève, est-ce que le sentiment de justice est préservé? Est-ce qu'il y a un retour qui a été fait avec les autres adultes? Est-ce que les autres élèves ont été rencontrés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait avec les témoins? Je pense que là, c'est le manque de temps où souvent, ce qui reste à la fin, c'est voyons, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis pourtant, je suis sûr qu'on est dans nos directions, ils sont convaincus qu'ils ont fait plein d'affaires. Je suis sûr qu'ils en ont fait. Donc, oui, il y a certains de mes collègues qui ont l'impression que ça n'a pas d'allure, qu'il n'y a pas de conséquences, puis ça devrait être plus intense. Mais c'est ça, là, il faut voir aussi. C'est 12 ans, 13 ans, la perception, la compréhension de la punition, c'est quoi? C'est une punition, c'est une conséquence, c'est un geste réparateur, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est cohérent? On pourrait en parler pendant une journée. Là. Il y a un élément que je veux partager avec vous autres, entendre votre point de vue. C'est le rôle des parents. Oui, il y a des réunions de parents. Oui, il y a des parents qui sont présents. Il y en a qui ne le sont pas. Il y a une variété d'enjeux. Mais de vous entendre là-dessus, c'est quoi essentiellement que vous souhaiteriez au niveau là, de l'interaction parents-enseignants, puis direction? On peut pas demander la lune aux parents. Il faut être quand même conscient de leur réalité. Je pense que ceci dit, l'école pourrait être beaucoup plus accueillante, plus ouverte. Il y a des modèles, je pense, d'écoles communautaires qui pourraient être un peu plus développés pour que l'école devienne peut-être un hub ou un milieu de vie plus important dans le quartier, là, puis pas juste une structure où les parents viennent déposer les enfants puis viennent les rechercher puis que la porte n'est pas réellement ouverte. Je pense que la refonte des commissions scolaires en centre de service a changé quand même beaucoup de choses. Récemment, là, je voyais une mère qui écrivait une lettre ouverte là, où elle était longtemps dans des conseils d'établissement, puis elle disait à la fin, même si on a dit qu'on voulait faire tel changement dans le budget, telle chose, ben à l'automne, ça n'a rien changé. Ça n'a pas fait de différence. Donc, oui, je suis pas contre le fait que les parents soient plus impliqués, mais je pense qu'il faudrait le réfléchir et aller vers c'est quoi les meilleures pratiques, qu'est-ce qui fait en sorte, puis écoutons les parents, là, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur école de quartier, considérant qu'on est à Montréal, puis ailleurs, qu'est-ce que les parents veulent pour l'école de leur ville ou de leur secteur ou de leur village, puis comment on le gère, puis comment on le fait, puis on va vous donner du pouvoir pour vrai, là. Je suis assez d'accord par rapport à l'école de quartier. Là. Dans mon idéal, je ne vais pas entrer là-dedans, mais il n'y aurait pas d'école privée, tout le monde irait à son école de quartier, les parents seraient impliqués et tout. Mais pour revenir à la question initiale, dans la réalité dans laquelle on est, moi, je suis un petit peu tannée qu'au niveau politique, on parle beaucoup des écoles, mais qu'on ne parle pas des parents. Puis je le sais que c'est pas électoraliste, qu'un politicien dise que les parents ont un travail à faire, mais j'aimerais ça entendre ça un peu, parce que nous, on fait notre part, puis je le sais que parfois, les parents n'ont pas le temps. Dans certains milieux, c'est plus difficile. Le milieu dans lequel je suis, là, parfois, là, c'est très difficile pour les parents d'être impliqués, mais de ne pas tout donner à l'école. J'ai l'impression que là, on se retrouve avec des dossiers qui dépassent parce que maintenant, on dit l'éducation, mais l'instruction, si je peux dire. On se retrouve à enseigner plein de choses du savoir-vivre et du savoir-être, alors qu'on devrait être une extension de ce qui se fait à la maison et non le pilier. Donc, je pense que ça, c'est un discours qui devrait être tenu par les politiciens quand même, parce qu'on ne l'entend pas. Mais quelque chose que je vous lance, okay, ça, je ne dis pas que c'est une proposition ferme de Québec innovant, mais c'est une réflexion. C'est que, sachant qu'il y a des parents, surtout ceux qui ont des enfants à problème, là, des fois, des fois, ça peut être un enjeu de culture, de langue, de contexte financier. Des fois, il y en a qui ont des parents qui, je vais être bien prudent dans ce que je dis, mais c'est peut-être des fois un enjeu ils se sentent pas outillés eux-mêmes. Ils sont un peu au dépourvu ou même ils sont dans un emploi où est-ce que ils ont pas trop de temps avec leurs enfants, puis ainsi de suite. Il y a un paquet d'enjeux. Puis une piste de solution, ce serait de voir, OK, est-ce que il pourrait y avoir des périodes systématiques de rencontres de parents, là, un blocage dans on a des congés fériés, là, puis ainsi de suite, mais avec les employeurs où disent non, tu dois être présent, mais également il faut qu'il y ait une approche qui fait en sorte que ces gens-là se sentent en confiance, qu'ils ne se sentent pas jugés ou qui sont dans un contexte où on va essayer de trouver une solution pour le petit ou la petite, pour notre ado, mais on essaie de voir qu'est-ce qui est possible pour
D'une part, est-ce que c'est de forcer la main avec des rencontres systématiques à différentes périodes de l'année, ou je vous vois déjà dire non? Peut-être pas forcer la main, mais je ne veux pas vous couper la parole, là, mais ça me vient en tête. J'ai trouvé ça intéressant ce que vous disiez. Peut-être, moi, je suis en milieu défavorisé. Parfois, on a des familles, des parents qui sont monoparentales. De donner une certaine flexibilité aux employés, d'arriver, disons, avec une lettre, j'ai une rencontre de parents, je dois m'absenter et que ça ne peut pas être un motif de congédiement, par exemple, non, mais pour ces gens-là. Soit attendu de l'employeur. Que ce soit attendu que dans l'année, ça va arriver 2 fois. Ça, je pense que c'est des choses qui pourraient être mises en place. Or, d'obliger les gens, ça, dans n'importe quel contexte, c'est pas, pour moi, c'est pas une avenue possible, là, parce qu'ils vont être là contre leur gré, là. Ouais. Ça prend l'initiative. Nous, on est super chanceux. On a une intervenante communautaire scolaire qui, justement, fait le pont avec les parents de la communauté. Là, c'est des initiatives qui sont intéressantes. C'est quand les parents sont disponibles. Il y a quelque chose d'un peu plus agréable. Puis peu importe les styles de rencontre, ils organisent plein de choses. C'est une façon de s'intégrer aussi puis de rencontrer d'autres parents. Moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à blâmer les parents parce qu'à toutes les fois qu'on a cette discussion-là, c'est entre gens scolarisés avec des bons salaires, des emplois stables. On est dans la minorité de la population québécoise, puis je pense que la job de l'école publique, c'est de faire fonctionner l'ascenseur social. Puis présentement, il y a un écart de pauvreté qui est en train de se creuser. Il y a une crise du logement. Je veux dire, moi, là, si j'ai un parent d'élève qui travaille sur 2 chiffres et demi, il y a 5 enfants dans un 3,5, je suis pas prêt à le blâmer. Là. Je ne vais pas être celui qui va y imposer d'être à l'école lundi matin pour me rencontrer. Je trouve que ça n'a aucun sens. Donc, à la limite, de ce côté-là, je pense qu'à Montréal, ça serait plutôt l'inverse. Ça serait de davantage sensibiliser et outiller les équipes écoles aux meilleures pratiques en milieu défavorisé. Comment sont les meilleures pratiques pour travailler efficacement avec des parents. Je pense qu'il faut vraiment s'améliorer de ce côté-là parce que, encore une fois, là, on en parle entre nous autres. Là, on est tous allés à l'université, on a un salaire, la vie est belle pour nous, on n'a pas cet enjeu-là. Si demain matin, s'il y a quelque chose qui se passe, l'école vous appelle, vous êtes probablement capable de vous déplacer, vous arranger, vous organiser. Marc-Claude vous mentionnez, c'est pas un motif de congédiement. Mais c'est sûr que la mère de l'ado qui s'est fait suspendre 4 fois, puis là, elle est obligée d'aller chercher à l'école encore, puis elle perd sa job. Ben là, on a des personnes. L'enfant est fâché contre l'école, la mère est fâchée contre l'école, elle ne comprend pas. Puis peut-être qu'elle aussi a eu une mauvaise expérience, ou peu importe c'est quoi son vécu institutionnel. Là, on n'est pas en train de s'aider. Je pense qu'il faut faire vraiment attention à l'espèce de vision élitiste. L'école n'a pas besoin de tout faire. Oui, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, mais en même temps, fondamentalement, on regarde le développement du système scolaire québécois, l'idée, c'était de faire la promotion d'une école publique de qualité pour tous, pour donner des chances égales à tout le monde. Puis, présentement, c'est pas exactement ça qui se passe. Là, de ce côté-là, peut-être qu'il y a une détérioration. Tout à fait. La perception personnelle. Mais donc, je pense que, oui, d'impliquer plus les parents, mais vraiment prendre le temps de les écouter et de tenir compte de leur réalité. Fait que, oui, est-ce que c'est proposer des moments de rencontre, pourquoi pas. Puis, tu sais, dans les dernières années, je le vois juste pour des rencontres de parents, les moments où les parents souhaitent nous rencontrer ont beaucoup changé. Là, avant, on leur donnait 2 heures le mardi soir, puis arrange-toi pour venir là. Là, on a beaucoup plus de souplesse, puis honnêtement, c'est pas mal plus intéressant pour les parents et pour nous. Fait que je pense qu'il y a moyen d'arriver avec quelque chose. Mais après, tu sais, je pense que chaque école connaît sa population. Les réalités sont tellement différentes d'un milieu à l'autre. Je pense que ça va être à chacun à moduler ses moyens, mais en fonction de ce qui est reconnu comme étant efficace. On a dit quelque chose de positif que vous voulez partager, là, qui fonctionne bien. Là, puis... On en a dit quand même, non? Moi, j'ai parlé du programme de mentorat. Ça, je trouve que c'est quand même bien. En tout cas, dans mon milieu, c'est une belle initiative. Malgré tout ce qu'on entend de négatif, puis à quel point les gens pourraient être, selon moi, beaucoup plus démobilisés qu'ils le sont présentement. Malgré tout, je trouve que j'ai quand même plein de collègues qui sont super engagés, qui sont là au quotidien pour les élèves. Malgré tout, là, je pense qu'il y en a plus qui pourraient quitter le navire. Donc, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de bons enseignants, oui. Puis Marc-Claude, vous le mentionnez, ce qui fait qu'on aime cette job-là, c'est le contact avec les élèves au quotidien. Fait qu'il y a des petites victoires là-dedans auxquelles on peut se raccrocher. Il y a des choses qu'on observe un élève qui fait X trucs en octobre, on est rendu en mars, on peut faire hey, yes, on a réussi quelque chose, ça fonctionne. On ne travaille pas pour rien. C'est vrai.
avant de terminer notre entretien, y a-t-il un point que vous voulez partager, un élément qu'on n'a pas abordé? Il y en a trop. On aurait pu être ici là, toute la journée. C'est ça le problème parce que ça part un petit peu en vrille. Un sujet en ouvre un autre. Oui. Donc, je vais m'abstenir, je ne sais pas, mais... Il y a tellement de choses, mais je pense qu'être plus flexible, être prêt peut-être à faire des projets pilotes, puis à essayer des choses. Est-ce que c'est de dire, nouvel enseignant, c'est pas un contrat d'1 an, ta vie, c'est pas de septembre à juin, là. Tu vas être ici 2 ans ou 3 ans avec nous, peu importe ce qui arrive. Je pense que c'est d'arriver avec des initiatives locales qui vont redonner du pouvoir aux gens, puis de pas attendre que quelqu'un en haut leur dise quoi faire puis comment le faire. Merci encore. Comme ça a été mentionné, là, c'est un sujet vaste. On aurait pu jaser pendant des heures, mais on va probablement avoir d'autres occasions là, de discuter où est-ce qu'on va être plus avancé sur certaines propositions et leur applicabilité, puis adresser certains nœuds, certains enjeux pour que ça puisse être bien implanté. Là. Donc, ça fait partie de notre processus, là, ce qu'on appelle la méthode Québec innovant, là, pour aller pas juste se limiter à des propositions faciles lancées en l'air, mais également de voir c'est quoi qui est réaliste. Là. Donc, encore une fois, merci pour votre candeur. C'était agréable. Puis, à suivre. Merci.